Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Salut, c'est Maude de l'équipe de Culture Lanaudière. Aujourd'hui, autour du micro, je reçois deux artistes complices et passionnés, Val Bleu et Edwin Mittel. Ça a été une belle découverte pour moi, autant humaine qu'artistique. J'avais jamais eu la chance de jaser avec eux. J'ai découvert deux BDistes qui créent des récits sensibles et engagés, mais qui conçoivent aussi des univers totalement insolites et décalés. J'ai particulièrement aimé en apprendre davantage sur leur processus de création. J'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas fini de nous surprendre. Je vous laisse sur notre discussion. Bonne écoute! Bonjour à vous deux, bienvenue dans ce balado, Lanaudière inspirante. J'ai avec moi Val Bleu, Edwin Mittel. Vous êtes deux BDistes qui ont uni leur imaginaire pour un projet fascinant, l'œuvre Papilloni, une bande dessinée qui est parue chez Mécanique Générale en 2024. Vous avez également décliné Papilloni dans une exposition visuelle intitulée le projet Papayo, qui va être présenté à la Bibliothèque de l'Assomption en début 2026. Oui, en janvier et février. Donc, vous êtes venu nous parler aujourd'hui de cette belle collaboration entre vous deux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis certaine que nos auditeurs vont avoir envie d'en apprendre un petit peu plus sur vos parcours respectifs. Est-ce que vous avez envie de me parler de comment vous êtes arrivés à faire de la bande dessinée, chacun de votre côté? Ben moi, ça a été... quelque chose qui est arrivé au fil d'une errance artistique, je dirais. J'ai étudié en cinéma, en littérature, puis en art visuel. Okay. J'ai essayé un peu toutes sortes de formes d'art sans jamais vraiment trouver qu'est-ce qui fitait vraiment. Puis finalement, éventuellement, j'ai commencé un blog de BD de façon pas sérieuse du tout, là, vraiment juste pour rire. Puis là, tout d'un coup, c'était comme si les astres s'enlignaient. C'était plus facile d'avoir une discipline, c'était plus facile d'aller toucher les gens aussi. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Ah, génial, c'est intéressant. Pour toi, Edwin? Moi, j'ai dessiné depuis tout petit. Ensuite, je suis passé en architecture. OK. Et j'ai pas aimé ça, malgré que j'ai fait quand même 7 ans d'architecture. C'était finalement pas pour moi. Et à travers toute ma vie, la bande dessinée, les bonhommes, surtout les bonhommes, comme disait ma mère, toujours les bonhommes, ça revenait. Donc, j'ai juste pas pu échapper à certains sens. Et finalement, c'est vraiment ça, j'ai dû admettre que je voulais toujours voulu faire. C'était juste créer des histoires, aller allumer des émotions chez des gens avec des dessins. Et la passion, c'est vraiment un petit peu control freak de vraiment faire et les dessins, et l'histoire, et la totale. Donc, c'est un parcours un peu loufoque qui est finalement à travers architecture, cuisine, finalement juste BDiste à temps plein. Puis vous, est-ce que vous étiez des consommateurs de bandes dessinées avant d'en créer? Oui. Quand même, ouais. Moi, c'est vraiment... J'en ai lu beaucoup quand j'étais petite. Après ça, un moment donné, j'ai arrêté parce que il y a tout le temps une espèce de culture du livre qui dit que, tu sais, si t'es une personne sérieuse ou que t'es bonne en lecture, parce que, tu sais, quand j'étais petite, j'étais bonne à l'école, fait que je voulais être bonne en lecture, fait que j'ai délaissé la BD pour des romans. Puis quand j'ai commencé à faire mon blog, ben c'est là que j'ai réalisé que la BD pour adultes, ça existait, puis j'ai commencé à dévorer tout ce qui était québécois, mais aussi européen, américain, puis de voir qu'il y avait comme tout un univers que jusque-là, je connaissais pas, malgré le fait que j'avais étudié en littérature. Tu sais. Puis justement, est-ce qu'il y a des univers qui t'interpellaient plus, qui t'attiraient plus, ou c'était assez varié? C'était assez varié. J'ai des coups de cœur dans plusieurs catégories de BD, je dirais. J'aime beaucoup les BD
historiques / qui font voyager, là, qui t'expliquent un pan de l'histoire d'un pays que tu connais pas nécessairement. Mais j'aime beaucoup des BD qui ont une histoire vraiment plus absurde puis dans des mondes un peu plus imaginaires aussi. Là. C'est super intéressant de voir d'où ça part et tout ça parce que Val-Bleu, ton travail, il évoque souvent des thématiques sociales, féministes, relationnelles. Dwayne, toi, tu penches peut-être un peu plus vers la science-fiction, les histoires courtes, ces choses-là. Comment ces sensibilités-là se sont rencontrées pour que vous veniez à collaborer ensemble? Comment tout ça est né? Je crois justement parce qu'on avait des intérêts un peu, pas vraiment divergents, mais juste différents, où on a vu que, par exemple, moi, j'ai pas grandi avec, ou j'ai pas tout de suite été intéressé par la bande dessinée pour adultes. C'était beaucoup plus comme Calvin and Hobbes, Dragon Ball plus jeune, ou des trucs comme ça qui m'ont inspiré, mais j'ai quand même arrêté ça assez rapidement et soit les études et tout ça m'ont fait un peu oublier le parcours. Mais à cause de mon expérience, par exemple, qui était beaucoup plus action et gestuelle, elle, son expérience qui était, par exemple, plus avec de longs scripts, des discussions ou des discussions entre adultes, comme ça. On a réussi ensemble à trouver l'avantage chez l'un qui était peut-être un truc manquant chez l'autre. Alors, on s'est quand même, je crois, bien complété à travers tout ça. Puis parlons-en de Papilloni, comment ce projet-là est né, parce que c'est quand même un univers rempli, complexe, vraiment détaillé aussi. Comment ça vous est venu, cette inspiration-là? C'est un univers qu'on a travaillé pendant très longtemps avant de commencer même à réfléchir à ce serait quoi la trame narrative de notre BD. On a commencé à travailler là-dessus pendant la pandémie, mais notre idée, c'était vraiment de parler de gouvernement totalitaire, puis de comment... notre histoire, ça se passe 257 ans après le début de ce gouvernement-là, qui est encore au pouvoir au moment de l'histoire. Fait que notre but, c'était pas de voir, mettons, comment ces gouvernements-là réussissent à entrer au pouvoir, mais plutôt de voir comment ils perdurent, puis qu'ils réussissent à shaper les pensées des gens, à vraiment contrôler les populations à un point tel que les populations s'imaginent que ce parti-là, il est là pour toujours, puis notre système ne va jamais changer. Oui, ils s'en rendent pas compte du tout. Non, c'est ça. Ils sont comme brainwashés. Bien comme il faut. Oui, c'est ça. Puis concrètement, comment ce travail-là s'est développé entre vous, travailler à deux têtes ou à quatre mains, je sais pas comment le dire, mais... C'était beaucoup à travers beaucoup de blagues. Ouais. Donc, on se lançait beaucoup d'idées. Le projet, à la base, ne se ressemblait pas vraiment à qu'est-ce que ça a donné maintenant. Okay. Et c'était vraiment en se lançant des idées l'un à l'autre, puis en disant, OK, oui, ça, c'est une bonne idée. OK, go, on continue. Et... c'est ça qui a donné naissance à la monoculture de la tomate dans l'univers de la papillonnie, ou le fait qu'on a choisi des monarques qui sont quand même des êtres comme délicats à la base, mais c'est eux finalement qui contrôlent, en plus de la petite joke de monarque. Donc vraiment, c'était vraiment... on se lançait la balle, beaucoup. C'était beaucoup, dans le fond, un jeu sur les contrastes. Justement, est-ce qu'on va être capable de rendre un papillon menaçant? Comment on va... C'est une idée qui nous fait rire, mais est-ce qu'on va réussir à convaincre le lecteur que, genre, ces essaims de papillons-là qui sont tout petits, qui volent en haut de la tête des personnages, comme tu vois, à quel point il y a une différence de grandeur, mais malgré tout, ils font tellement peur, puis ils contrôlent tellement tous les aspects de la vie des citoyens. Oui. Mais je pense que c'est bien réussi, mais est-ce que vous aviez comme des rôles distincts? Est-ce qu'il y en a un qui travaillait plus le texte, l'autre... Tu sais, comment concrètement ça se... Non, on l'a vraiment fait... conjointement. Au complet, ensemble. On a écrit l'histoire ensemble. Après ça, quand on est venu pour faire le design des personnages, on a chacun designé la moitié des personnages, puis après ça, on s'est copié. Okay. Pour garder une uniformité quand même. C'est intéressant, oui. Oui, on a pris soin d'utiliser vraiment les mêmes crayons aussi pour garder cette uniformité-là. Puis on a séparé l'histoire en 6 chapitres. Fait comme ça nous a permis d'en illustrer 1 sur 2. Puis est-ce que le fait de travailler à 2, ça ralentissait un peu le processus par rapport à ce que tu es habitué de faire? Ou au contraire, ça nourrissait, ou un peu des deux, peut-être?
Peut-être un peu des deux. Moi, j'étais à ma première bande dessinée de longue haleine. Ouais, OK. Val-Bleu ici a plus d'expérience que moi, donc peut-être que, par exemple, moi, j'étais peut-être un peu plus lent. Et aussi, on a un style différent aussi d'approche avec l'art, où moi, je côtoie plus l'aquarelle à la base. Donc, vraiment, c'était une approche différente. Donc, il a fallu trouver un juste milieu. Mais on a réussi à la fin, mais c'était un peu des énergies différentes quand même. Ouais, je dirais que c'était vraiment un peu des deux parce que c'est sûr que, d'une certaine façon, j'ai pas illustré la moitié des pages. C'est sûr que cette partie-là, ça fait que ça va plus vite. Mais effectivement, on n'a pas les mêmes rythmes de travail. Puis, c'est ça, l'aquarelle, je pense que c'est vraiment quelque chose qui amène les gens à travailler plus lentement. Je pense que c'est pour ça, moi, que j'ai pas de patience pour l'aquarelle. Donc, c'est ça. Il a fallu s'adapter sur les vitesses respectives. Mais d'un autre côté, ça a eu du bon parce que, par exemple, moi, jusque-là, j'essayais le plus possible d'éviter de représenter des bâtiments. Tu sais, j'étais pas super à l'aise avec mes perspectives, puis les décors, puis tout ça. Puis le fait de travailler avec Dwight Mittel, avec son passé d'architecture, là, il a vraiment construit des bâtiments en pensant à moi aussi que j'étais pas super à l'aise. Puis fait que ça a vraiment été un jeu où j'ai pu finalement avoir du plaisir à dessiner ces paysages-là. Le design du monde lui-même a été influencé par nos deux capacités. Qu'est-ce que moi, je m'imaginais, qu'est-ce qu'elle serait capable peut-être d'aller faire ou qu'est-ce qu'elle serait pas capable? J'étais pas sûr. Alors, on voit bien, par exemple, beaucoup d'édifices qui ont des rondeurs et moins d'angles, des espaces un peu, peut-être qu'on pourrait dire, plus flous à certains endroits ou plus précis à d'autres. Puis on a réussi à se rejoindre quand même là-dessus en préférant faire une chose ou une autre. Donc, comme on a séparé les chapitres aussi, c'est influencé par ça. Puis en même temps, je veux dire, oui, il y a des buildings plus ronds, entre autres, parce que j'étais pas super à l'aise dans mes perspectives, mais c'est vraiment pas juste une question de est-ce qu'on peut ou on peut pas dessiner ça. C'est pas juste des compromis. Ça fait vraiment partie de l'univers. Là. Comme vous dites, dans le fond, les forces de chacun ou les défis de l'autre est vraiment venu nourrir votre création. Là. Est-ce que je comprends? Oui, ça. Puis on est quand même un couple. Ouais. Alors, c'était quand même en même temps naturel de faire des compromis parce qu'on s'aime bien quand même. Et en même temps, ça faisait partie du défi aussi. Si tu ne veux pas froisser l'autre personne, tu continues à vivre avec la personne après que la journée de travail est finie, même si elle finit jamais vraiment. Oui, c'est ça. J'imagine que ce moment de création était... Est-ce que vous étiez capable de faire comme une distinction à vos moments en tant que couple puis vos moments de création? Est-ce qu'il y avait des petits accrocs à ce niveau-là ou ça allait bien? Ça allait bien, mais je dirais qu'on n'a jamais vraiment séparé nos journées de travail en moment de travail puis moment de couple parce que même dès les débuts, dès qu'on s'est rencontrés, nos histoires sur la papillanie, ça fait partie des premières choses qu'on se racontait. Puis, ça fait partie de nous. Ça fait très partie de notre vie de couple. Là. Fait que c'est sûr que si un ou deux avait un flash un moment donné de genre « mais à tel passage, on devrait rajouter tel truc », on n'allait pas attendre le lendemain pour se le dire. Je comprends, ouais. Ça permet de continuer à travailler sans arrêt et sur multiples projets aussi parce que moi, je travaillais en cuisine à ce moment-là aussi. On travaillait aussi sur des demandes de bourse. On faisait pousser des tomates, entre autres, pour avoir un petit peu d'expérience là-dedans aussi. Donc, ça se complétait bien quand même. Puis on se respecte quand même. Alors, tu sais, si on... Quand même. On voulait quand même... Un minimum. Puis là, comment est venue l'idée de transposer ça dans une exposition visuelle? Parce que là, ça va prendre forme. Je l'ai nommé tantôt le projet Papayou. Fait que vous aviez vraiment cette volonté-là de vouloir prolonger l'idée d'une autre façon, le sortir du livre conventionnel? Oui, dans le fond, comme je disais tantôt, on a vraiment passé beaucoup de temps à construire l'univers, à inventer une culture sans nécessairement se soucier de qu'est-ce qui serait important plus tard dans le récit de notre BD. Dans le sens où les éléments n'ont pas tous... Ils n'ont pas tous eu leur place dans la BD parce qu'on ne voulait pas non plus que ça soit comme
un genre de dictionnaire d'une culture qui n'existe même pas. Tu sais, on se disait, ben, ça serait pas le fun à lire. Puis les personnages traversent quand même toute la Papillanie à la course. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on n'avait pas eu le temps d'explorer, mais qu'on trouvait quand même... qu'on avait quand même le goût d'explorer d'une façon ou d'une autre. Fait que le projet Papayo, ça a un peu servi à ça. Tu sais, entre autres, dès les débuts de la Papillanie, on avait inventé que le sport national, ça s'appelait la flottaison aérienne. Ce qu'on trouvait drôle parce que ça oppose des humains puis des papillons, mais bien évidemment, les humains perdent tout le temps. Mais il n'y avait pas vraiment de raison de plugger le sport national dans la Papillanie. Donc là, j'ai pu faire une affiche qui annonce la prochaine compétition. Oui. Puis justement... Cette expo-là est structurée en 3 catégories. Tu parles d'une affiche, j'imagine qu'elle vient s'inclure dans la portion peut-être propagande, il y a l'univers, il y a les œuvres bannies. Est-ce que vous voulez me parler un peu de ce découpage-là? Bien, c'est ça. Donc, les 3 catégories, c'est parce qu'on aurait pu en faire des épisodes du livre, ça aurait pu continuer longtemps. Ouais. Donc, la propagande, c'est peut-être le sujet le plus évident où c'était plein d'influences, de choses qu'on aurait bien voulu mettre de l'avant dans le livre, mais on avait déjà tellement d'affiches que, il y avait une certaine limite. Donc, la propagande de la part du gouvernement. Après, il y avait les œuvres bannies. Ça, c'était plus basé sur qu'est-ce que des artistes qui étaient contre le gouvernement avaient fait. Donc, on s'était mis dans la peau de ces artistes-là qui n'existent pas, en fait, pour créer des œuvres un peu plus anarchistes de ce gouvernement-là. Et la 3e catégorie, c'était des mondes ou des endroits qu'on n'avait pas vraiment explorés, comme un champ avec des cocons d'où viennent certaines créatures. Donc, les 3 catégories venaient vraiment essayer d'englober le livre et de leur donner plus de voix dans plein de directions. Puis le différents médiums aussi que vous avez utilisés, aquarelle, illustration numérique, peinture, comment ça s'est venu influencer? Comment est-ce que c'était très réfléchi, le médium que vous utilisiez pour telle ou telle œuvre? Quand même, il y avait pas mal de raisonnements derrière. Tu sais, comme la propagande, on se disait, ça va être vraiment plus, on va s'inspirer des affiches communistes d'autres pays. Fait que d'y aller avec l'illustration numérique, c'était plus logique. Après ça, tout ce qui était aquarelle, c'était Edwin, puis moi, j'ai fait de la peinture acrylique. Celle-là se retrouve surtout dans la catégorie œuvres bannies parce qu'on se disait que justement, c'était la section pour laquelle on représentait plusieurs artistes différents à la fois. Fait que ça nous permettait vraiment d'explorer différents styles. Comme s'ils utilisaient, qu'il y avait chacun leur démarche. Il n'y avait pas accès à une imprimerie. C'était tellement fait underground que... Ouais. Puis sinon, tu sais, comme moi, j'en ai une qui est dans la catégorie propagande, mais c'est un portrait royal. Okay. Fait que là, on se disait, tu sais, c'est sûr qu'il y a des mélanges d'influences dans la propagande. Il y a, oui, le côté affiche communiste, mais il y a aussi le côté... tu sais, je veux dire, on en a tout vu dans des musées, là, quand les rois faisaient faire leurs portraits, puis ils ont donc bien de l'air majestueux, puis héroïque, puis tout ça. Fait que c'est ça, à chaque fois qu'on choisissait comment on le faisait, il y avait une raison derrière. Là. Comme pour répondre, par exemple, à une de ces affiches où il y avait un monarque représenté par le gouvernement avec une belle effigie, une belle prestance. Moi, j'ai fait, par exemple, au contraire, une peinture en aquarelle qui représentait un monarque gros opulent et qui était complètement le contraire de ce que le gouvernement voulait présenter. En tout cas, ça donne vraiment le goût d'aller voir cette expo-là. Moi, j'avais une petite question pour vous par rapport à cette expo-là. Est-ce que vous avez découvert en le faisant une nouvelle facette à votre pratique? Est-ce que c'est toute une autre façon de travailler? Qu'est-ce que vous avez découvert en faisant ça? Pour moi, ça m'a permis de faire le lien entre la peinture puis la BD, je dirais. J'ai fait de la peinture quand j'étais plus jeune, dans des cours de sous-sol d'église, puis j'en ai fait un peu plus tard après ça au cégep. Mais jusque-là, j'avais vraiment des univers très séparés entre la BD puis ce que je pouvais faire en peinture. Puis j'ai trouvé ça le fun de me dire, OK, je pars d'idées qui sont venues de la BD, mais là, je veux quand même les peindre avec l'esthétique que j'ai toujours eue plus du côté de la peinture acrylique. Fait que c'est pas nécessairement la même esthétique que la BD, mais ça touche les mêmes univers en même temps. J'ai vraiment trouvé ça le fun de rejoindre ces deux mondes-là.
Ouais, c'était vraiment amusant aussi. Juste comme un jeu de rôle, prendre la position de l'artiste et dire, OK, est-ce qu'il faisait ça rapidement ou est-ce qu'il avait beaucoup de temps? Est-ce qu'il se faisait surveiller? Donc, c'était vraiment cette autre dimension-là qui m'a permis de rentrer encore plus dans notre propre univers, comme si on rencontrait notre œuvre pour la première fois. Parce que ça, en tant qu'artiste, tu passes tellement de temps avec ton œuvre que tu n'as pas l'espèce de magie de découverte de la première fois quand tu rencontres, peut-être comme un an après, quand tu le revisites. Mais faire ces peintures-là du projet Papayo, ça nous a vraiment permis, en tout cas, ça m'a vraiment permis de vraiment rentrer dans la peau de mes personnages. Et des fois, c'était demandant émotionnellement aussi. C'est vraiment intéressant de vous entendre à ce propos-là. Est-ce que ça vous a donné le goût de faire autre chose dans ce type-là ou d'aller ailleurs complètement? Vous travaillez sur quoi en ce moment? On travaille chacun sur des projets séparés et on travaille aussi sur une BD qui est encore très à ses débuts, là, mais qui s'appelle Twigo Synthèse puis qui va se passer dans un pays voisin de la papillonnie. OK, intéressant. C'est comme une suite, pas suite. Okay. Ouais. Puis je pense aussi que même si on y travaille pas en ce moment, en tout cas moi, l'expo Projet Papayo, ça m'a donné envie après ça, tu sais, c'est comme la BD m'a amené à la peinture, puis là, ces œuvres-là me donnent envie de les explorer en BD, fait que de faire plus des histoires courtes qu'il y aurait derrière chacune de ces affiches-là. Je pense que ça pourrait exister un jour en tant qu'histoire papillonnaise. Mais sinon, pour l'instant, la priorité, c'est plus Twigo Synthèse. Et c'est ça, où dans la papillonnie, on a exploré beaucoup plus. On ne va pas refaire la même chose à chaque fois, donc c'était plus aventure et politique ou pseudo-politique. Là, ça va être plus intime et l'influence de la drogue, par exemple, mais c'est tout relié entre les pays qui sont là, donc export d'un pays influence la vie de l'autre. Donc, et en même temps, comme elle a dit, on travaille sur nos projets séparément. Et je crois que ça donne un bon repos avant de se re-rencontrer ensuite. Ouais. Puis, et où, dans la papillonnie, on a exploré les similarités de nos styles. Là, dans Twigo Synthèse, on veut essayer de célébrer la différence de nos styles. Donc, je vais vraiment aller plus aquarelle et ma gestuelle à moi et sa gestuelle à toi. Donc, on va pas essayer de s'imiter trop. Ouais, dans le fond, ça va être structuré sur le fait qu'on va avoir 2 personnages principaux. Donc, moi, je vais vraiment représenter le point de vue de Prunelle, puis il va vraiment représenter le point de vue d'Oxalis. Okay. Puis comme ça va aussi justifier narrativement le changement de style d'une section à l'autre. J'adore ça. Donc, on surveille ça assurément, la sortie de ce nouveau projet. Avant de vous laisser partir, on demande à tous nos invités de nous partager soit un projet, un artiste, un lieu culturel qui est là nos doigts puis qui les inspire. Est-ce que vous avez envie de nous partager ça? On aime vraiment beaucoup le bal Masquis. Oui. Qui est pas trop loin de chez nous, là, c'est à Saint-Gabriel. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de bons shows qui sont là. On avait fait le lancement de la papillonnie d'abord à Montréal, mais on a fait un deuxième lancement après ça au bal Masquis parce qu'on trouvait que c'était important d'avoir un lancement dans notre région, là, en gros. Puis ils ont été très accueillants. Ils vont nous accueillir encore dans un prochain projet. Fait que c'est vraiment le fun de travailler avec eux, mais aussi voir tous les autres projets qu'ils accueillent, là. Oui, c'est une très belle île culturelle quand même, le bal Masquis. C'est un lieu qu'on me ramène souvent. Fait que pour nos auditeurs qui ne sont pas encore allés, qui n'ont pas eu la chance de visiter ce lieu-là vraiment unique, vraiment avec un aura intéressant autour, on les invite à aller les visiter. Et vous deux, on peut vous suivre? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, un site web où on peut voir? On a le site web lapapillonnie.com. OK, parfait. Qui est à ses débuts encore, mais ça s'en vient, on le développe. Puis sinon, les deux, on est sur Instagram. En tant que Douine Mittel et Val Bleu. Génial. Un gros merci à vous deux d'être venus nous jaser de vos univers complètement éclatés. J'adore vraiment... Déjantés. Déjantés, oui, c'est le bon terme. Merci encore. Merci beaucoup.